Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour que je vous parle enfin du film Dr. Sleep. Donc un film que je craignais de voir parce que j'avais peur du résultat. Donc en tout cas dans cette vidéo, je vais vous parler de mon ressenti, ce que j'ai pensé de ce film. Donc voici mon avis. Donc ce film est la suite de Shining, sorti en 1980, donc la suite du film de Stanley Kubrick. Donc j'en ai pas parlé, il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de parler lorsque j'avais sorti ma vidéo sur les films de Jack Nicholson. Lorsque j'ai parlé de Shining, j'ai oublié de préciser beaucoup de choses. J'ai dit surtout mon ressenti, ce que je pensais de Shining, mais à part ça, j'avais oublié de préciser, parce qu'il y a des choses que j'ai appris ces temps-ci que je ne savais pas avant, que Stanley Kubrick a fait le film Shining, mais qui s'est beaucoup éloigné de l'esprit Shining du roman de Stephen King. Stephen King n'a pas trop aimé la vision que Stanley Kubrick a proposé, car ça s'éloigne du roman et c'est pas à son goût assez fidèle au roman, au livre. C'est pour ça qu'il y a eu une série en 1997, si je me trompe pas, que je vais parler après. C'est pour ça que cette série donc a plus respecté le livre. Il fallait que vous sachiez ceci. Alors moi, vous me connaissez, j'adore Shining. Je l'ai en 4K. Et voilà, j'avais oublié de montrer le fameux coffret parce que j'avais montré Dr. Sleep sans le coffret. Donc il y a les deux dedans. Donc Shining, je vais pas trop reparler de Shining parce que vous savez très bien ce que j'en pense. Vous savez que j'adore ce film, que j'adore l'ambiance Shining. J'adore ce que Stanley Kubrick il a fait sur ce film. Moi j'ai adoré, même si c'est pas comme dans le roman et comme dans le livre de Stephen King. Je trouve que Stanley Kubrick a donné une vision de Shining différente mais que j'ai adoré. Et voilà, jusqu'à ce jour, le Shining de Stanley Kubrick reste, à mon sens, un chef-d'œuvre. Donc c'est parti pour Dr. Sleep, on en parle. Toujours traumatisé par ses expériences à l'Overlook Hotel, Danny Torrance, joué par Ewan McGregor, doit faire face aux fantômes de son passé quand il rencontre Abra, une jeune fille courageuse qui a besoin de son aide, qui possède une capacité extrasensorielle appelée le Shining. Donc voilà le résumé pour que vous compreniez un petit peu. Donc Danny, ça va surtout parler du personnage de Danny, donc le petit enfant de Shining dans le premier Shining. Donc voilà, il faut savoir que ça l'a beaucoup hanté pendant toutes ces années. Il est devenu alcoolique, un peu comme l'était son père dans Shining. En termes de casting, pour être honnête, Dr. Sleep, eh ben ça m'a un peu étonné. Parce que c'est pas mal du tout en termes de casting. C'est pas non plus extraordinaire, mais il y en a deux qui s'en sortent bien. Il y a Ewan McGregor et la sublime actrice Rebecca Ferguson. Donc je vais parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, parce qu'il faut savoir que c'est l'une des premières fois que je ne sais pas si j'ai aimé ce film ou pas. Même encore là, j'arrive pas à savoir si je l'ai aimé ou pas, tellement qu'il est space, très spécial. Ce film, il faut le voir à la fois comme une suite de Shining, à la fois non, parce que le problème c'est que si vous voulez vraiment le voir comme la suite de Shining et vous voulez vraiment le comparer, vous allez être mitigé, vous allez le trouver moyen ce film. Et si vous ne pensez qu'au film en lui-même sans Shining le tout premier, peut-être vous allez plus l'apprécier. Mais c'est compliqué parce que moi j'ai vécu Shining et c'est très différent. L'ambiance de ce film est très très différente. Le Shining est beaucoup montré mais d'une façon... Comment dire, justement il fallait que j'en parle. Le Shining est à beaucoup de moments utilisé un peu comme dans un film de super-héros. On se croit, ouais, à un moment donné, je me suis cru dans X-Men. Je vous jure, il y a des moments où les personnages volent. Le truc de la fumée qui sort du nez, de la bouche, avec les yeux brillants, là. Ouais, ça, ce côté-là, je suis pas fan. Après, au niveau de la mise en scène, je peux pas mentir, il y a de bonnes idées. J'aime bien la mise en scène lorsque Danny fait des cauchemars. C'est très bien utilisé, je trouve. Le truc du bras, à un moment donné, si vous voyez de quoi je parle. Quand il se retourne et qu'il voit une dame un peu décomposée avec un petit enfant qui a une voix bizarre et tout, lorsqu'aussi il tombe et tout, vraiment la pièce elle penche et tout, c'est très bien utilisé, je trouvais ces côtés-là. Quand on voit le mot Red Rum qui revient, vraiment il y a des surprises. J'en ai pas parlé, bon je parlerai après de la fin évidemment, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé l'idée du chat qui est présent lorsqu'une personne va mourir dans l'hôpital. J'ai bien aimé cette idée-là, avec Ewan McGregor qui rassure les patients qui vont mourir, mais il les rassure d'une façon vraiment assez originale. J'aime bien comment il les rassure, comment il est avec eux au moment où ils vont perdre la vie, ils vont partir. Il y a un passage avec un enfant, un joueur de baseball, si vous voyez de quelle scène je parle, si vous avez vu le film, qui va mourir, mais d'une façon assez sanglante.
assez violente, franchement. C'est pas le passage le plus violent du film parce qu'il y a un autre passage après, à un moment donné, où justement le personnage qui est joué par Rebecca Ferguson, à un moment donné, il y a sa main qui va être complètement... Comment dire, sa peau elle va partir. Ça commence vraiment, c'est un peu sanglant ce passage-là. Il y a une scène où Rebecca Ferguson, le personnage, vole au-dessus de la terre. C'est son esprit qui essaye de trouver la petite fille, Abra, qui a le Shining, un pouvoir, mais elle a vraiment une force très, très puissante. Elle a vraiment le Shining en elle. Rebecca, elle vole au-dessus de la terre pour essayer de trouver cette petite fille Abra, pour avoir son Shining, parce qu'il faut savoir c'est comme une sorte de secte. Ils essayent de trouver les personnes qui ont Shining et pour aspirer leur âme, leur Shining à eux. Et on aurait cru un peu des vampires ou des zombies, quoi. C'est un mélange entre vampires et zombies quand ils aspirent l'âme et la fumée. Donc la scène où elle vole Rebecca Ferguson, j'aime bien la mise en scène, comment c'est montré, c'est très joli. Mais voilà, encore une fois, ça fait un peu trop super-héros. C'est sûr que si vous comparez l'ambiance de Stanley Kubrick avec l'ambiance de Stephen King, c'est très différent. Justement, Stanley Kubrick voulait s'éloigner de tous ces trucs de magie. Je pense qu'il voulait pas apporter vraiment le truc de magie, les trucs qui volent, le shining, la poussière, les yeux qui brillent. Tout ça, je pense qu'il voulait vraiment pas le faire et ça se voit. Et Stephen King, c'est tout le contraire, je trouve. Donc les deux ont une vision... les deux visions sont vraiment sympas, je trouve, mais j'ai une petite préférence pour la vision de Stanley Kubrick, qui est plus mis dans le réel et le vrai monde. J'aime bien justement, et j'avais adoré ce côté claustrophobe, où on était hors du monde extérieur, dans Shining, le tout premier de Stanley Kubrick. C'était ce côté où on était vraiment comme claustrophobe, vraiment enfermé dans cet hôtel, et quand on sortait, c'est comme si on pouvait pas vraiment aller pas plus loin que le labyrinthe, truc comme ça. Et il y avait ce côté où on était hors du monde extérieur, on n'avait pas beaucoup de contact et tout, les appels qui étaient coupés avec la neige et tout, alors que dans Dr. Sleep c'est plus un monde grandiose, c'est vaste, on peut aller un peu où on veut. On a un peu plus de liberté, même s'il y a du danger dans ce film, mais voilà, vraiment les deux visions sont très différentes, de Stanley Kubrick et de Stephen King sont très différentes. Donc je reviens vite fait à l'utilisation du Shining. Quand ils se comportent un peu comme des vampires ou des zombies, les personnes qui aspirent le Shining, et ben personnellement j'ai bien aimé cette idée. Je pensais pas l'aimer, mais franchement ça revient à un résultat assez effrayant. Et c'était pas mal du tout pour ce coup-là. Faut quand même pas oublier qu'il y a des idées bien montrées. Il faut quand même pas oublier que c'est Stephen King. Il y a eu It, le clown, donc on sent un peu des côtés comme ça mis en scène, des côtés vraiment assez horrifiques. Donc voilà, pour le coup, ça a plutôt bien marché, je trouvais. Les moments d'émotion qu'il aurait pu y avoir dans le film, je trouve que ça a été pas vraiment impactant. À mon sens, parce qu'il y a au moins un ou deux moments, ou trois peut-être maximum, des moments d'émotion, et moi je l'ai pas vraiment ressenti. J'ai pas eu des moments où j'ai eu une larme aux yeux, pas du tout, parce qu'à un moment donné, un exemple, faut pas oublier que cette vidéo a un peu de spoiler, donc je spoil un petit peu. La petite fille Abra va perdre son père, il va mourir, je vous dis pas qui va le tuer ou comment, mais la petite fille, son père est mort, et j'ai pas l'impression qu'elle le ressent. C'est comme si l'actrice qui joue Abra, la petite fille, ne se demande, elle pense pas à son rôle. En fait, c'est comme si elle oublie. Imagine ton père est mort, il faut imaginer ça. Et je trouvais qu'on ne ressentait pas du tout l'émotion. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des moments comme ça qui ça aurait pu être plus fort en émotion. Je trouve que beaucoup d'acteurs ne se lâchaient pas à fond, sauf Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson qui jouait très très bien. Donc je l'avais juste connue dans Mission Impossible 6, Rebecca Ferguson. Mais sinon, à part ça, j'avais pas beaucoup vu de films de elle. Et là, j'avoue, c'est le personnage le plus déchaîné du film et que j'ai plus le ressenti qu'elle est à fond dans le film. Même si Ewan McGregor a bien joué quand même, ça c'était quand même pas mal. Parlons-en, les 35 dernières minutes du film, j'ai quand même des moments un petit peu de frisson. J'ai bien aimé revoir l'hôtel Overlook, voir les paysages aussi du début. Vous savez, quand la caméra Shining commence au tout début, on voit les paysages et tout qui défilent avec la caméra, avec la voiture et la musique derrière mystérieuse. Et voilà, c'est pareil, sauf que c'est en plus une période d'hiver. Et ça fait des années qu'il n'est pas revenu dans cet hôtel Overlook, donc ça a changé un petit peu. Et j'avoue, la fin, j'ai quand même bien aimé. On a vu la dame... la vieille dame dans la baignoire, si vous voyez la scène que je parle. D'ailleurs, on l'a un peu trop vu, je trouve qu'ils l'ont un peu trop montré, style de dire, vous voyez, c'est Shining. Ouais, mais on a compris que c'est Shining. Mais ils l'ont trop montré, je trouve qu'on l'a vu au moins 4-5 fois. Je trouve que c'était un peu trop montré. C'est dommage parce que justement, par rapport à la scène finale, la toute dernière image, on a moins la surprise. Si vous voyez de quoi je parle, quand la petite se rend dans la salle de bain, on voit la dame derrière. J'aurais voulu qu'on s'y attende moins à ce moment-là, mais on l'a tellement vu avant la dame que voilà. On a revu quoi d'autre? On a revu les jumelles. On a vu la porte à moitié cassée où Jack Nicholson dans le premier film avait mis sa tête et coucou chérie.
Here's Johnny. Et donc là, on voit le visage d'Ewan McGregor passer à travers la porte cassée depuis toutes ces années que son père l'avait cassée. Il est revenu à cet endroit-là. Et voilà, hein, la plupart des choses qu'on avait aimées dans le premier, on revoit un peu comme le labyrinthe. On revoit aussi le labyrinthe rempli de neige. Petit reproche, c'est que je trouve que dans ce film-là, de Dr. Sleep, on a plus ressenti l'hôtel Overlook comme une sorte de manoir hanté, alors que dans le film de Kubrick, Stanley Kubrick, on l'avait plus ressenti comme un hôtel paranormal et qui nous faisait perdre la tête. Et je trouve que c'est très différent. Là, dans Dr. Sleep, je l'ai plus ressenti comme un manoir hanté. C'était plus comme ça, c'était moins paranormal que dans le premier que dans Shining. Et donc voilà, moi je préférais peut-être le côté paranormal de Shining. C'était beaucoup mieux, je trouvais. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il rend à la fois hommage au livre de Stephen King, mais aussi il rend hommage au film de Stanley Kubrick de Shining. Donc c'est bien, il rend pas hommage qu'à un seul truc, il rend hommage au moins aux deux, à la vision de Kubrick et de King. Bon, donc voilà, en résumé, le film m'a un peu surpris et je m'attendais pas, et donc j'ai pas détesté. Mais je le trouve moyen. Il n'est pas pour moi à la hauteur du film de Stanley Kubrick, Shining, avec Jack Nicholson. Il n'est pas à la hauteur de ce film-là. C'est vrai que dans Dr. Sleep, il y a un bon casting et des idées intéressantes, mais le Shining est montré de façon très différente dans ce Dr. Sleep que l'était dans la vision de Stanley Kubrick. Dans ce film Dr. Sleep, il y a trop de côté super-héroïque, on dirait un X-Men des fois, je vous jure. Trop de secrets dévoilés. Ça, c'est le mot que je cherchais. Trop de secrets dévoilés. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le suspense éternel qu'on avait dans Shining. C'est-à-dire les choses qu'on n'allait jamais savoir de notre vie, tellement que le suspense était à fond et éternel. Là, trop de secrets sont dévoilés dans Dr. Sleep, je trouve. Et c'est dommage parce que ça casse un peu le côté mystérieux qu'on avait dans le premier film. Le fait de savoir l'histoire du Shining, comment l'utiliser. Voilà, c'est sûr, comme je l'avais dit, je craignais un peu ça. Et oui, on a eu un peu ça, comment utiliser Shining. Donc voilà, là, c'est de la fumée voilà, qui sort de la bouche des personnes. Alors que dans le premier, c'était Danny qui se parlait à son petit doigt et tout. C'est vraiment très différent. Mais mon avis est très spécial, comme je le redis encore une fois. Je n'arrive pas à savoir si j'ai aimé ce film ou pas. Donc ce fameux Dr. Sleep. Je n'arrive pas à savoir si je l'ai aimé ou pas. Parce qu'il est très spécial, je suis très mitigé. Parce qu'à la fois, il y a de bonnes idées et à la fois, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu. Voilà, c'est sympa. La fin est peut-être mon moment que j'aime peut-être le plus. Et encore même... parce que c'est un des moments que j'aime le plus parce que oui, on revoit les paysages de Shining, on revoit les mêmes paysages, on revoit l'hôtel Overlook, ce qui est à l'intérieur et tout. Mais mis à part ça, c'est sûr que voilà, il y a une scène où voilà, il va au bar, à la salle de bal où il y a le bar, Ewan McGregor, et il revoit son père. Je pense que c'était son père. J'ai un doute parce que j'ai l'impression que ça ne veut pas vraiment l'être. Et c'est le barman. Et vraiment, voilà, si vous voyez de quelle scène je parle. Et même cette scène, je trouvais qu'elle manquait cruellement d'émotion et de moments un peu étonnants. Parce que dans le premier film, c'était juste incroyable. Le barman, la façon que le barman parlait à Jack Nicholson et que Jack Nicholson parlait au barman, c'était juste incroyable. Le charisme qu'ils avaient les deux, c'était incroyable. Là, je trouve qu'on l'a moins ressenti. On avait plus l'impression que Ewan McGregor s'ennuyait un petit peu. Quand il parlait, on sentait qu'il était triste et qu'il essayait de faire l'émotion, c'était quand même pas mal. Mais chanter une hésitation à faire de l'émotion. Et pareil pour le barman qui donnait pas tout ce qu'il avait, je trouvais. C'était un peu dommage dans son jeu d'acteur. Et j'arrive toujours pas à savoir aussi si cette suite était utile à Shining. Même sur ça, je suis mitigé. J'arrive pas à savoir si cette suite était utile parce qu'il y a quand même des trucs intéressants. C'est comme un espèce de pouvoir de super-héros qu'ils ont. En fait, je l'ai pas ressenti comme un Shining. Je l'ai ressenti comme un espèce de pouvoir de super-héros, comme de la magie noire quoi, qu'ils ont en eux. Et c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà ce que je peux dire sur Dr. Sleep. Un film où je serais toujours mitigé, si je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Donc en tout cas, si je devais mettre une note sur 20, 14 sur 20. Franchement, 14 sur 20, c'est quand même pas mauvais. Mais voilà, heureusement qu'il y a quand même Rebecca Ferguson et Ewan McGregor qui sauvent un peu le film. La petite fille, elle est pas mal, sauf pour les moments d'émotion, comme je l'ai dit. Mais elle est pas mal, elle est assez intéressante. Mais voilà, comme je l'ai dit pour la dernière fois, Rebecca Ferguson était celle qui était pour moi le plus à fond dans le film. Et voilà, donc 14 sur 20, j'irai pas au-delà de 14. C'est un film à voir quand même, oui je vous le conseille, c'était quand même pas mauvais. Pour tous les fans de Shining, vous serez peut-être un peu comme moi déçus sur certaines choses parce que c'est vraiment utilisé, mais rien à voir avec la version de Kubrick par rapport à l'utilisation du Shining. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même des moments, je peux pas mentir, des moments assez flippants. On dirait des vampires un peu qui aspirent le Shining et la façon qui s'est montrée, on dirait vraiment des bêtes qui sautent sur la proie. Et ça, j'ai bien aimé peut-être par contre ce côté-là. Comme je le redis, les acteurs
avec Rebecca Ferguson qui aspire les âmes du Shining, ils jouent très bien, je trouve, ces acteurs-là. Mais il y a quelques petites choses qui m'ont un peu gêné, comme la fumée qui sort et tout. Enfin bref, j'arrête pas de me répéter. Et si je devais mettre une note à Shining, évidemment, parce que je l'ai pas mis, ma note, sur la vidéo, si vous l'avez vu, parlons de Jack Nicholson, donc ma note pour Shining, pourquoi je réfléchis en fait? C'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20. Wow, c'est 20 sur 20. Ouais. Il le dit. Donc voilà, mon petit pop que j'ai. C'est mon tout premier pop que j'ai eu. En fait, ça fait au moins 2 ans que je l'ai celui-là. Et c'est Jack Torrance de Shining. Et voilà, j'avais vu à un moment donné qu'il y avait Wendy, sa femme, et le petit Danny. Mais voilà, je pense que le plus intéressant à prendre, c'est quand même Jack Torrance de Shining, de Stanley Kubrick, qui reste, à mon sens, un chef-d'œuvre. J'ai toujours adoré ce Shining de Stanley Kubrick. J'adore ce Shining. Ça a toujours été une histoire qui m'a fasciné, tellement qu'elle est remplie de suspense. Et c'est un peu pour cette raison que Dr. Sleep m'a un peu déçu. C'est que si vous avez aimé tout ce suspense du premier Shining, et ben dans Dr. Sleep, le suspense, il est un peu zéro, puisqu'on sait tout ce qu'il y a pratiquement dedans. On découvre tous les secrets du Shining pratiquement. Ouais, c'est dommage. Il y a moins le côté paranormal. En fait, il est même pas trop là, le côté paranormal du premier film. Mais voilà, Dr. Sleep, je dirais qu'il est bien et à la fois bof. Donc je dirais que c'est entre les deux, mais disons que j'en ressors plus quand même positif, faut pas abuser. Car si on doit le comparer comme un film qui vient de sortir, si on compare pas au Shining, du premier Shining, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Regardez-le quand même. Évidemment, regardez Shining de Stanley Kubrick, évidemment, c'est le plus important. Mais en premier, évidemment, pour que vous compreniez. Et regardez après Dr. Sleep, quand même, c'est pas non plus nul. Donc voilà, maintenant je vais passer à mon avis sur une petite surprise en plus. C'est parti! Donc j'imagine que pour vous, ça fait quelques secondes qu'il y a eu une petite pause comme je l'ai marqué. Et pour moi, ça fait à peu près 9 jours. Donc pendant 9 jours, j'ai fait une coupure. Et je reprends directement après la vidéo donc, qu'il y a eu il y a 2 secondes, la 2 secondes sur Dr. Sleep et Shining. Je vais donc vous parler d'une série, Shining, les couloirs du temps. Donc déjà, à la fin du visionnage, parce qu'il faut savoir que c'est en 3 parties, c'est une mini-série qui a été faite en 1997. Et à la fin du visionnage, je me suis juste posé une seule question. Pourquoi personne n'a aimé? J'ai vu les critiques. Il n'y a qu'une seule critique en France. Sinon, la plupart, c'est aux États-Unis. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment pour vous dire. Cette série n'a pas fonctionné du tout à l'époque. Et même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit Shining direct. C'est vrai que la plupart des gens vont penser au film de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Et c'est vrai que je peux faire partie un peu de ces personnes-là aussi. Mais en y réfléchissant bien, cette mini-série n'a pas fonctionné. Et vraiment, je suis surpris. Parce que j'ai beaucoup aimé cette série. Cette série, comme je viens de le dire, n'est pas du tout connue. Pour vous dire, je pense qu'on peut même pas la trouver en VF sur Internet. Même en VO, je sais pas si on peut la trouver intégralement. Très compliqué. Donc c'est pour ça que la seule solution que j'ai eue, et voilà, c'est le DVD. Alors vous allez me dire, oui, mais vu que c'est une série pas très connue, comment t'as fait, Florent? C'est vrai que ça n'a pas été facile de le trouver. Donc j'étais sur Amazon et malheureusement il n'est que d'occasion. Donc ce film, c'est d'occasion, il est en occasion. Et ce qui m'a surpris déjà de 1, c'est qu'il y a anglais, français, italien. Donc il y a l'option français, on peut l'écouter en VF. Pour les VO, il n'y a pas de problème, il y a aussi l'anglais, il y a parfait. Et puis il n'y a pas de bug. Je vais dire, c'est en 3 parties. Les 3 parties, il n'y a pas un moment où ça bug, ça va planter. Parce que des fois, les occasions, je me méfie. Ça peut planter et d'un coup bugger. Et là, pas du tout. Donc moi, j'ai peut-être du bol, hein, je sais pas, parce qu'il y en a, j'ai vu des commentaires qui ont dit, moi, je ne l'ai qu'en allemand. Donc voilà, pour ceux qui, malheureusement, n'ont qu'en allemand ou ont des langues qui, en tout cas, qui proposent pas la VF ou même la VO, c'est dommage. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de bol. Donc je vous montre l'intérieur. Donc,
Et voilà. Donc il y a juste l'affiche, celle-là, cette affiche-là, l'affiche principale non, 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 je suis pas fan. Voilà, si vraiment, faut vraiment, là c'est un petit point négatif, c'est juste l'affiche que je suis pas très fan. Je trouve qu'elle est trop basique. Donc c'est parti, on commence. Cette série a été créée en 1997, suite au film de 1980 que Stephen King n'a pas aimé. Donc il n'a pas aimé le film de Kubrick et c'est toujours pareil jusqu'à aujourd'hui. Et ben suite à ça, il voulait vraiment créer absolument sa propre version du livre, sa version à lui à 100% collée, comme dans le livre. Alors j'ai vu, c'est la seule vidéo, d'ailleurs je vous envoie le lien de sa vidéo, qui est assez intéressant, donc voilà, vous allez apprendre des choses, qui disait justement que si on a lu le livre de Stephen King de Shining, il y aura zéro surprise dans cette série. Shining, les couleurs du temps. C'est-à-dire que nous n'allons pas... on va savoir tout ce qui va se passer, tellement que c'est à 100% copié comme dans le livre. Chaque parole pratiquement est copiée. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est déçu parce qu'on n'a aucune surprise. Sauf que moi, j'ai pas lu le livre. Je ne l'ai pas lu. Donc, j'ai eu toutes les surprises. Alors, on voit vraiment la différence entre le film de Kubrick et la vision de Stephen King. Là, je vais surtout comparer le film de Stanley Kubrick et la série Shining, parce que déjà les deux c'est Shining, et je vais pas comparer vraiment à Dr. Sleep. Ça n'a rien à voir, Dr. Sleep c'est plutôt une suite, donc voilà. On compare plutôt l'œuvre originale dans ce qui se passe dans l'hôtel Overlook, donc par rapport à la vision Kubrick et la vision de Stephen King. Donc déjà, il y a des petits détails qui sont pas pareils. Par exemple, la chambre 237, la fameuse chambre où il y a la femme dans la baignoire, vous savez très bien la scène. Très surprenante et tout. Et ben dans la série, c'était en fait la chambre 217. Je sais pas pourquoi, ouais, ça, limite ça franchement, Kubrick il aurait pu laisser 217, c'est pas bien grave. C'est vrai que nous on est plus habitués aujourd'hui à retenir 237. Mais ce petit détail pour moi c'était pas bien important. Voilà. Moi perso je l'aurais pas changé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce coup-ci de montrer à l'image le passé de Jack Torrance. Donc lorsqu'il il est trop bourré ou alors il a des côtés nerveux où il peut pas s'empêcher. À un moment donné il frappe un étudiant. Il va frapper son gosse parce que il a fouillé dans ses lettres de travail et tout, du coup, il lui casse le bras, je sais plus ce qui se passe. On voit ses accès de colère, c'est lorsqu'il est emporté par l'alcool. Et là, on en apprend un peu plus, je trouve, parce que c'est une série, donc on peut aller encore plus loin, on peut prendre plus son temps, je pense, pour montrer certaines scènes, puisque ça dure plus longtemps une série qu'un film. On en sait un peu plus sur le passé de la dame dans la baignoire, donc on voit à un moment donné une scène où elle était encore à cette époque humaine, on va dire, clairement humaine, voilà, elle était jeune et tout, jolie, et on la voit marcher et aller vers la baignoire. Et là, je crois qu'elle a été électrocutée, si je me souviens bien, pour ne pas dire de bêtises. Donc voilà, on la voit marcher et puis elle rentre dans la baignoire. Mais ça, on ne voit pas après ce qui se passe, mais ils nous le disent. Donc ça, déjà, pour le coup, j'ai bien aimé. Je trouve que les musiques sont vraiment pas mal dans cette série, même si elles sont pas à la hauteur du film de Stanley Kubrick, quand même, il ne faut pas abuser, parce que les musiques de Stanley Kubrick, quand même, restent juste légendaires aujourd'hui dans le cinéma. Niveau cinématographique, ça reste extraordinaire. L'acteur de Jack et Wendy, j'ai trouvé qu'il jouait très bien. Donc Steven Weber et Rebecca De Mornay. Donc ce sont deux acteurs, je trouve, qui jouent très bien. Mais pour ce qui est de Courtland Mann, donc j'ai du mal à le dire son prénom, l'acteur qui joue Danny, niveau jeu d'acteur, c'est moyen. C'est le seul petit point négatif, avec un autre qui arrive juste après, d'ailleurs j'en parle tout de suite. L'idée de ne pas mettre... Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Flo? Je suis sûr que vous vous dites tous, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le petit doigt de Danny. Donc quand il parle à Tony, vous savez très bien dans l'affaire version Kubrick, je pense que voilà, beaucoup connaissent, c'est obligé. Et dans cette série, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de petit doigt qui fait... Et le petit doigt, il fait... Il n'y a pas de petit doigt. Il fait pas ça, le petit doigt. En vérité, c'est une personne, une vraie personne comme vous et moi, qui est devant lui, comme un fantôme qui lui parle, mais physiquement. Donc c'est un acteur qui le fait. L'idée est intéressante, même si je préfère le petit doigt. Ouais, ça m'a quand même plus marqué, le petit doigt. Je trouvais ça plus mystérieux au début. Parce que franchement, de mettre une personne qui lui parle, surtout qu'elle sert pas à grand chose, quoi. Elle est pas là tant que ça, je trouve, dans la série. On la voit 4 fois, je crois. 4 fois, un truc comme ça.
Alors que dans le film de Kubrick, au moins, purée, je trouve qu'il était très mystérieux ce petit doigt, vraiment. On sentait que c'était pas la même personne qui parlait quand c'était son doigt qui lui parlait. On aurait créé un esprit. Et je trouvais ça plus mystérieux. Donc je préfère pour le coup vraiment par contre là la version de Kubrick pour le petit doigt. Certaines discussions vous rappelleront sûrement le film de Kubrick. Donc beaucoup de discussions qui a été repris dans cette série. Tout comme les paysages un peu en montagneux avec l'Hotel Overlook, avec les montagnes et les paysages assez grandioses. Donc ça pour le coup c'est plutôt bien, un bon petit clin d'œil au film de Kubrick. Tout comme quand on les voit tous les trois dans la voiture. C'est aussi la même image que dans Kubrick. C'est vraiment très bien pensé, les petits clins d'œil comme ça. C'est pas aussi impressionnant, je vais en parler. Niveau casting et niveau mise en scène, c'est pas aussi impressionnant du tout que dans le film de Kubrick. Je peux pas mentir sur ça. Le film de Kubrick a juste... Dès que ça commence, la toute première image, le film de Kubrick, tu te dis « Waouh, c'est grandiose ». Parce que la façon que c'est filmé, on dirait que c'est un peu plus professionnel sur certains plans alors que c'est plus vieux quand même. Au niveau de la mise en scène et du casting, c'est vrai que le casting et la mise en scène du film de Kubrick est quand même plus impressionnant. Mais j'ai quand même bien aimé certains paysages et montagneux qu'il y avait dans la série. Ils sont vraiment pas mal pour le coup. Le personnage de Dick Lawrence, donc j'en ai même pas parlé, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. J'aime bien cet acteur dans la série, c'est un très bon acteur je trouve. Je le connaissais pas, franchement il joue très bien et très intéressant. Bon, même si je préfère quand même l'acteur qui est dans le film de Kubrick qui joue Dick Lawrence et je le retiens plus son visage. Mes discussions préférées c'est tout autour de ce qui se passe avec Danny et Dick Lawrence, c'est vraiment mes discussions préférées où ils parlent vraiment ils parlent d'eux et tout. Vraiment, quand il essaye de Shining, Danny et tout, ça fait exploser à un moment donné je crois un phare de la voiture de Dick Lawrence. Du coup, ça l'a fait un peu saigner vite fait. Et ça prouve vraiment que le pouvoir du Shining, il est très puissant. Donc ça se rapproche beaucoup de la version de Dr. Sleep. Cette version où il se parle beaucoup par la pensée. Le film de Kubrick le faisait beaucoup moins. Il l'a fait juste à une seule scène. Mais c'était vraiment pas beaucoup montré, c'est vrai. Après, ça me dérangeait pas, puisque vous savez que j'adore le film de Kubrick. Ce coup-ci, l'ambiance de l'Hotel Overlook, et là, c'est marrant parce que ça mélange le paranormal et le hanté. Là, j'ai bien aimé parce que ça mélange les deux, et ça donne un style vraiment très glauque, mais vraiment bizarre. Donc voilà, ça, pour le coup, c'est pas mal pensé. Donc ce coup-ci, alors là, par contre, vous pouvez oublier les jumelles, vous pouvez oublier l'ascenseur de sang, vous pouvez oublier Danny sur son tricycle, et vous pouvez oublier aussi le labyrinthe. Tout ça n'est pas dans la version de cette série. Donc la version qu'on avait adorée de Kubrick, avec les jumelles, le labyrinthe et tout, avec la neige, tout ça, c'est oublié. Ils ont mis un autre truc, ils ont mis des taupières. Donc je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. En gros, c'est des buissons en forme d'animaux, ou de ce qu'on... Voilà, je pense que vous savez ce que c'est. C'est ce que Édouard Main d'Argent, il taille à un moment donné. Voilà, le film Édouard Main d'Argent. Donc voilà, c'est plutôt des tourpières et il y a des choses avec, j'en parlerai plus tard. Ce coup-ci, on voit un Jack Torrance très proche, mais vraiment très proche de sa famille. Parce que je trouve que le Jack Torrance joué par Jack Nicholson, Jack Nicholson, je peux pas le critiquer, il est juste excellent. Et on retient plus son charisme, c'est sûr. Donc voilà, on peut pas surpasser Jack Nicholson. Mais pour le développement de Jack Torrance, le personnage Jack Torrance, j'ai peut-être une toute petite préférence pour celui de la série. Parce qu'il est vraiment proche de sa famille. On voit vraiment un père qui est proche de sa famille. Parce que dans la version Kubrick, on va dire qu'il était moins proche, surtout de Wendy. Il était vraiment pas proche de sa femme, je trouvais. Un peu plus de son enfant à un moment donné. Mais vraiment, on voit des vraies discussions de famille dans cette série. Et je trouvais ça plus intéressant sur cet aspect-là. Je vais me faire tuer parce que je sais que tout le monde n'aime pas cette série en plus. Donc il y a des scènes de stress avec Danny à un moment donné qui va faire comme des hallucinations, il va devoir fermer la porte parce que Tony lui a demandé, après il va se mettre à baver le machin, comme ça. Et du coup son père il va défoncer la porte et tout, il y a sa mère avec, ils vont s'inquiéter pour lui, donc il y a du mystère autour de ça. La scène à un moment donné où Danny parle à son père alors qu'il est en train de dormir, voilà, il dort, il est en train de parler. Donc ça rajoute aussi du mystère et assez stressant, il y a une scène comme ça à un moment donné, voilà, que j'aime bien. Il y a une scène avec un nid de guêpe, alors qui m'a assez marqué dans la série. À un moment donné, justement, il tue des guêpes parce qu'il y avait un nid de guêpes à un moment donné coincé dans le toit donc de l'hôtel. Et du coup, il va l'enlever, il va tuer toutes les guêpes qu'il y avait dedans, il va les tuer. Sauf qu'après, son fils, il veut garder ce nid. Voilà, il lui dit, il n'y a plus de guêpes, t'inquiète pas. Voilà. Et vous imaginez bien la suite, dans la chambre, d'un coup, il va se passer qu'il y a plein de guêpes. D'ailleurs, cette scène, je ne sais pas comment ils l'ont fait parce qu'il y a vraiment plein de guêpes. Et on voit des fois qu'il n'y a pas de montage. Donc vraiment, pour le coup, très très bien réussi cette scène. Donc les guêpes se multiplient, elles sont revenues.
Et du coup, voilà, à chaque fois que son père, j'ai remarqué, fait des promesses à sa femme ou à son fils, et lui dit mais t'inquiète pas, tout va bien, et à chaque fois, ces promesses, elles sont comme cassées par une sorte d'ambiance, quelque chose qui fait que à chaque fois, ça va être de la faute du père tout de suite. Alors que lui-même, il sait très bien qu'il n'y avait plus de guêpes. Il y a un truc qui est bizarre dans cet hôtel. Et c'est bizarre là-dedans, tout ce qui se passe. Voilà, vraiment, pour ne pas mentir, je ne peux pas mentir. Cette série est juste remplie d'idées. Ne m'en veux pas, parce que lui il va m'en vouloir. Cette série est juste remplie d'idées et d'endroits. On voit beaucoup de pièces de l'hôtel. On découvre beaucoup de choses. Il y a des secrets qui ne sont pas dévoilés, heureusement, parce que je ne veux pas que, vous savez, vous me connaissez très bien, chaque secret, tous les secrets ne peuvent pas être dévoilés, et certains doivent rester mystérieux à jamais. Donc ça, c'est bien pour le coup. Mais il y a des scènes vraiment géniales. Les tables, les chaises sur les tables, comme quand, vous savez, quand c'est rangé dans un restaurant et tout, et ben là, elles se déplient tout seules, et bam, elles tombent. Elles tombent tous à la fois, mais il y a personne, donc elles ont bougé tout seules, les chaises, elles sont tombées des tables. Et là, on voit la réaction de nos trois personnages qui ont entendu un gros bruit. Et vraiment, j'aime bien, ils insistent vraiment sur le regard des personnages, comment ils vivent ça. Alors, mon avis de la première partie de cette série, bah, je trouve que ça installe une ambiance très mystérieuse et qui laisse pas mal de suspense pour la suite des événements. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens n'ont pas aimé cette série. La deuxième partie commence lorsque il y a une scène du passé avec Jack Torrance qui, à un moment donné, est dans une église et ils se confessent tous parce qu'ils ont été des alcooliques, ils sont alcooliques, ils sont là pour justement essayer de changer un peu. Il y a une scène, bah, là, c'est là qu'on apprend aussi que Danny s'est fait casser le bras par son père et que la mère, Wendy, donc elle a du mal à le dire à un moment donné au docteur, je crois que c'est un médecin, et parce qu'il s'inquiète quoi. Et vraiment, il y a des scènes comme ça et on apprend que c'est son père, quand il boit, à chaque fois qu'il boit de l'alcool, il devient mauvais. Et j'aime bien comment est montré le temps qui passe. Donc à chaque fois, il marque novembre, décembre et tout, toutes les saisons, un peu comme le faisait le film de Kubrick. Donc j'aimais bien. Ça c'est bien, c'est toujours bien précisé aussi. La scène un espèce de tuyau qui est à côté de la chambre 217, un espèce de tuyau avec des dents et des bouches et une bouche. euh, pour le coup, ouais, non, pas très fan de cette idée. Je trouve que c'était inutile. C'était pas utile de mettre ça. Je trouve que ça fait pas peur. Ça fait pas peur, il y a des choses bien plus effrayantes que ce tuyau là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette espèce de tuyau, donc moi ça m'a pas fait vraiment peur. Ça. Je m'y attendais pas, c'est quoi ça? C'est quoi ça. J'étais comme ça, moi, enfin voilà ma réaction. Vraiment, j'insiste là-dessus, on insiste vraiment à des vraies discussions de famille, on développe très bien les personnages, tous les personnages sont très bien développés, donc Jack Torrance, Wendy, sa femme, et son fils Danny, les trois sont très bien développés. J'aime bien la phrase quand Jack dit c'est comme s'il avait toujours l'impression d'être fait pour être dans cet hôtel. Donc Jack Torrance a vraiment l'impression d'entendre les anciens propriétaires de cet hôtel, ceux qui sont venus, et il fait une fixation là-dessus. Il en oublie même un petit peu sa famille, je trouve, à cause de ça. Et pour vous dire, il oublie même de faire l'amour avec sa femme, carrément. Parce que je me rappelle, il y a un moment où sa femme arrive, elle a une petite chemise de nuit et tout, et ça se voit, quoi. Je veux dire, ça saute aux yeux, quoi. Elle dit... tu sais pas qu'on est dans la chambre et tout, et lui, non, non, il parle de l'hôtel, les papiers, il est fasciné là-dessus. Front, please. Mais bon, après une bonne discussion, d'ailleurs une discussion très sympa, j'ai trouvé, une fois que sa femme lui a parlé, et bah après ça va, ça lui a quand même remonté le moral, mais ça se voit quand même que ça le perturbe Jack. Donc il y a une scène où Jack se fait à un moment donné poursuivre dehors par les espèces de buissons en forme d'animaux, je vous en ai parlé. Et Taupière. Vraiment, hein, j'ai bien aimé, ça faisait vraiment un aspect assez mystérieux. Je vous ai pas encore parlé de la série Doctor Who, mais quand les buissons, de façon comment ils sont montrés, qu'ils s'approchent, c'est un peu comme les anges pleureurs dans Doctor Who, si vous connaissez pas. Et les buissons, c'est vraiment la façon que ça avançait que j'aimais bien. Et Jack Torrance, on se dit, c'est lui qui est fou ou il y a vraiment des buissons qui bougent? Parce qu'on vraiment, on se dit, c'est pas possible. Vraiment, on entend des espèces de bruits de lions, des bruits de lions, parce que les buissons, ils prennent la forme d'un lion, d'un tigre et tout. Vraiment, c'est un peu bizarre. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé. À un moment donné, Jack Torrance, dans l'hôtel, en écoutant la radio, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de communication pour l'extérieur, du monde extérieur, donc il entend son père décédé qui lui parle. Décédé, hein, il est plus là, son père, il est mort depuis longtemps. Et il lui parle, et il y a une phrase que j'ai bien aimé que son père lui a dit: la mort ne signifie rien à l'Overlook. Pour le coup, très bonne phrase que j'ai bien retenue, j'ai bien aimé. La fameuse scène de la dame dans la baignoire, j'ai beaucoup aimé, très bien fait, très effrayant. Il la montre d'une façon mais vraiment dégueulasse. C'est vraiment aller dans de l'eau, mais vraiment de l'eau boueuse, dégueulasse.
Vraiment, on dirait que c'est moisi depuis des centaines d'années. Et c'est vraiment dégueulasse. La dame dans la baignoire, ils l'ont très bien réussi aussi dans la série, je trouve. Et quand elle se déplace, on voit ses pieds qui marchent et on ne sait pas où aller. Et on sait qu'elle va attraper Dany. On se dit, Dany sort d'ici. Et elle le chope quand même. Voilà, donc on voit après d'un coup qu'elle le chope. Et d'ailleurs, j'ai sursauté à ce moment-là. Parce qu'on voit ses mains qui chopent Dany d'un coup. Donc très bien réussi pour la dame dans la baignoire, j'ai bien aimé. Un petit détail, j'ai trouvé que Jack, dans le film de Kubrick, s'en prenait plus à sa femme. Et dans cette série, je trouve que Jack s'en prend un peu plus, c'est tout le contraire, à Dany, sauf pour la fin. La fin de Jack, il veut juste tuer tout le monde, mais ça, je vous raconterai après. J'ai remarqué aussi, à un moment donné, cet hôtel rend tellement fou qu'à un moment donné, les trois personnages s'accusent tous entre eux. Ils sont tous en train de s'accuser les uns les autres, de se monter en l'air. Et de se dire c'est toi et tout qui m'a fait du mal, et l'autre il va dire et tout, enfin pourquoi tu l'as fait ça, et vraiment ils sont tous en train de se monter en l'air alors que aucun, voilà, je veux dire, à un moment donné Dany il est blessé et tout par rapport à la femme dans la baignoire, et direct Wendy la mère elle va dire c'est Jack, c'est toi qui as fait ça, et puis après le garçon il va regarder sa mère, il va dire c'est toi qui m'as fait ça, quoi. Et du coup, le père, maintenant, voilà, vraiment, il y a des scènes que j'ai bien aimé comme ça. La fin de la partie 2, très déçu. Euh, Parce que ça enlève tout sentiment de peur, je trouve. Les buissons qui marchent. Ouais. Les buissons qui marchent. Alors, de un, ça enlève, comme je le dis, tout sentiment de peur. Et ce qui fait qu'on n'a plus peur, parce qu'on a l'impression que c'est quoi. Et puis de deux, ce qui casse aussi le truc, c'est. Je me plains. D'origine, je me plains jamais des montages, mais alors là, l'effet spéciaux, bordel. C'est quand même 97, quoi. Vous auriez pu faire un peu mieux. D'origine, je suis pas quelqu'un qui me plaint des effets spéciaux, mais alors là, quand même, merde. Vous auriez pu faire mieux, quoi. Donc voilà, la fin, c'est un peu dommage, quoi. Et du coup, on arrive à la partie 3. Donc la partie 3 reprend directement où la partie 2 s'était terminée avec les buissons et tout. Mais ça s'est bien passé. Après, il y a ses parents qui sont arrivés dehors pour l'aider. Et en fait, les buissons, ils marchaient plus à ce moment-là. Ils étaient redevenus des buissons simples. Donc c'est un peu basique, ça. À un moment donné, il y a une sorte de vision que Dany verra dans la partie 1 et partie 3. Il verra ce que son père, à l'avenir, va devenir d'avance. Donc, il voyait ce que son père allait devenir à un moment donné. Donc, on voit l'espèce de... je peux pas vous dire, en fait, je vous dirai après, bah, l'espèce d'arme, vous savez très bien, la scène connue où bon, admettons Nicholson, voilà, il met sa tête à travers la porte, il a une arme et tout, vous savez que c'est une hache, donc je vais en parler après. Donc voilà, il y a des scènes flashback donc il y a des scènes comme ça où on voit l'ombre, on voit ce que son père va devenir au petit Dany, que j'ai bien aimé pour le coup dans la série. Donc j'ai adoré le retour de Dicka Lawrence dans cette troisième partie. Donc Dicka Lawrence qui était présente dans la partie 1 et partie 3, mais il était pas présent dans la partie 2. Donc le milieu, en gros, il n'était pas présent. Il est de retour et j'adore quand Dany communique avec lui parce qu'il lui avait dit s'il y a un moindre souci, tu m'appelles le plus fort de tout ce que tu peux faire avec ton esprit. Du coup, je t'entendrai même là où je suis. Donc à ce moment-là, il était à Miami en Floride, dans un resto-bar, donc un resto et à la fois un bar. Et d'un coup, il a sursauté, ça lui a fait saigner du nez. Très impressionnant, vraiment, cette scène, avec des gens après qui essayent de l'aider et il part. Et il part, après, aussitôt il a entendu le signal. Vraiment, c'est impressionnant comment le Shining il fonctionne. Ça m'a pas trop dérangé, parce que ça m'avait un peu plus dérangé dans la version de Dr. Sleep, le film. Mais dans la série Shining, ça me dérange beaucoup moins. L'introduction des morts dans la salle de bal, scène très connue dans le film de Kubrick, et ben, il y a cette scène-là aussi dans la série. Et ben, j'étais moins fan. Je préfère... Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais je préfère quand même, malgré tout, la scène de bal dans le film de Kubrick, qui est plus impressionnant et beaucoup plus mystérieux. Tout comme aussi l'acteur qui fait... Grady. Je peux en faire aussi l'acteur qui joue dans le film de Kubrick, celui qui fait Grady. Mais après, celui qui fait Grady dans la série, il est connu, je l'ai déjà vu quelque part. Je crois que c'est dans une personne dans Spider-Man 1 de Sam Raimi. Je sais plus vraiment pour vous dire. Et je crois qu'il était avec Norman Osborn à un moment donné. Mais voilà, vraiment, c'est cet acteur-là qui joue dans la série qui fait Grady. Dans cette version-là, je trouve que c'est plus l'alcool qui pousse Jack à vouloir tuer sa famille. Alors que dans le film de Kubrick, c'était plus les esprits, les fantômes. Avec aussi l'alcool qui est aidé par derrière, mais là c'est plus l'alcool je trouve que les fantômes. Parce que les fantômes justement poussent l'alcool à vouloir pousser Jack à tuer sa famille.
Donc en gros, c'est l'alcool qui fait plus, j'ai plus le ressenti comme ça, parce que c'est beaucoup à cause de ça qu'il a envie de tuer. On a vu qu'il a des crises de colère et envie de frapper, Jack Torrance. Donc c'est plus en prenant de l'alcool. Donc j'ai remarqué que dans cette série, c'est plus par l'alcool qu'il a envie de tuer sa famille. J'ai bien aimé voir Dickie Lawrence qui roule avec sa voiture en direction de l'Overlook, et on remonte un peu le même paysage que dans la première partie, sauf que là c'est en plein hiver, et vraiment j'aime bien comment c'est montré. Il y a la scène de discussion aussi très connue, ou même elle est dans la version de Nicholson, où donc Jack Torrance parle avec Grady derrière la porte, et il lui dit « Je vous laisse une dernière chance », et tout, et Jack Torrance il dit je ne vous décevrai pas, et il va pour tuer sa famille. Donc cette scène-là, très bien aussi, bon clin d'œil au film de Kubrick. Alors donc j'y reviens, comme je l'avais dit, cette version est très différente parce que à la fin, donc la scène très connue où Jack Torrance passe sa tête à travers la porte, il dit coucou chérie, donc use Johnny en anglais. Il a une hache. Il pète la porte avec une hache, il la défonce avec une hache. Et là, c'est pas du tout une hache. C'est une sorte de massue mélangée avec un marteau. Et donc j'ai fouillé un peu plus pour savoir, pour vous dire ce que c'était. Ça s'appelle une masse en bois. Donc c'est une masse en bois. Et donc c'est cette arme qu'il a. Donc ça c'est pas aussi effrayant qu'une hache, mais je pense que si on fout un bon coup sur la tête de quelqu'un avec ça, ça doit quand même plus que chatouiller à mon avis. Ça doit faire très très mal. Et d'ailleurs on le voit à un moment donné, il y a des scènes où il fout vraiment des coups de... Voilà. Le fait qu'il a beaucoup de sang et de coupures, et vraiment ça saigne sur le visage de Jack Torrance à la fin, quand il est avec la masse en bois, il a vraiment un regard, mais vraiment effrayant, comme un sentiment de joie pour lui, d'avoir tout ce sang sur son visage. Et ça, je crois que c'était assez effrayant. Après, c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire toujours de mettre du sang pour faire peur, mais moi j'ai trouvé vraiment que ça lui donnait encore plus une tête de taré avec le sang. Donc ça, pour le coup, très bien réussi. La scène de la tête à travers la porte qui est cassée, elle est un peu reprise aussi dans cette série, mais je préfère quand même beaucoup plus la version Nicholson quand il dit « Coucou chérie », parce qu'on s'y attendait pas du tout. Là, dans la série, il passe un peu sa tête à travers la porte, il fait « Bouh ». Un truc comme ça, donc c'est un peu plus basique. Voilà, c'est un peu plus basique. Donc pour se défendre, Wendy prend une lame et elle lui arrache un peu un bout de peau ici, donc c'est assez dégueulasse, c'est assez bien fait. Ah oui, très différent, dans le film de Kubrick, lorsque Dickie Lawrence arrive dans l'hôtel, vous savez très bien, Nicholson, il arrive d'un coup, bam, il lui faut un coup de hache en plein cœur et ça saigne, et Dickie Lawrence, il est mort. Et bah là, rien à voir dans cette série-là. Là, il ne fait que l'assommer, donc il lui donne deux coups dessus. Et au début, on croirait qu'il est mort et tout, mais en fait pas du tout. Et la dernière discussion, c'est entre Jack Torrance et son fils Danny. Donc il le retrouve et Danny lui dit tu n'es pas mon père. Donc voilà, niveau esprit, il a pris l'esprit de son père et c'est l'hôtel qui a pris l'esprit de son père. Et on voit vraiment la tête de taré qu'il a Jack Torrance à ce moment-là. Et ça fait de la peine de voir Jack Torrance dans cet état. Ça fait de la peine de le voir avec la massue, prêt à tuer son fils, avec le visage en sang, une tête de taré. Et vraiment, ça fait vraiment de la peine, limite, pour le personnage. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi pour Nicholson dans la version Kubrick. Ça fait de la peine, parce que malgré tout ce qu'il a fait de mauvais et d'horrible, eh ben, ça fait de la peine de le perdre, parce qu'on sait qu'avant, il était quelqu'un de bien, avant de devenir ce qu'il est devenu. On voit que Jack Torrance essaye de résister, qu'il veut pas tuer son fils. Et vraiment, d'ailleurs, ça se voit, parce qu'il se bat contre lui-même. Et il dit même à son fils, sauve-toi et n'oublie pas que je t'aime. Donc juste après, il redevient taré et tout. Vraiment, il résiste et tout. Et son fils a eu le temps de se sauver, à mes souvenirs. Dans cette version, l'hôtel brûle car Jack a oublié de faire baisser la pression de la chaudière. Donc c'est rien à voir. Donc c'est vraiment la fin de Stephen King, ce qu'il avait fait. Très différent de la fin de Kubrick, parce que Kubrick, l'hôtel ne brûle pas à la fin de Kubrick, du film de Kubrick. Et j'aime bien la scène où les fantômes lui disent à Jack Torrance, parce qu'il essaye justement de faire en sorte que l'hôtel brûle, et les fantômes ils veulent pas, parce qu'après leur esprit vont partir, et donc les fantômes ils disent à un moment donné, ils disent à ce moment là à Jack Torrance, qui leur avait fait confiance à Jack Torrance, mais Jack Torrance a changé et a repris son esprit, il veut sauver sa famille, donc il veut brûler l'hôtel pour être sûr qu'ils reviendront jamais, et les fantômes disent mais vous êtes fous, et Jack Torrance, ce que j'aime bien, avant qu'ils disent la fête est terminée, il dit oui, je l'étais, mais maintenant c'est terminé. Et là, l'hôtel, il prend feu, il explose aussi à la fois. Et voilà, Jack Torrance est décédé, il est mort. Un peu comme dans la version Kubrick, sauf dans la version Kubrick, il est mort gelé. Et là, il est mort plutôt enflammé, explosé dans l'hôtel. Donc c'est très différent.
mais Jack Torrance est bien mort. Donc c'est vraiment triste parce que même après tout ce qu'a fait Jack Torrance de mal, et ben on n'a pas envie de le perdre et ça c'est vraiment dommage quoi, c'est triste. Et c'est ce qu'on aime bien, c'est les moments d'émotion comme ça. Et à la fin, pour terminer, on voit une scène des années plus tard de Danny qui a grandi et on voit Dick Lawrence et Wendy qui sont là à regarder Danny qui a eu son diplôme, voilà. Et là, j'ai lâché une larme parce qu'on voit Danny qui voit son père qui lui parle et son père lui dit I love you. Et la scène de fin reste très mystérieuse parce qu'on voit les débris, l'hôtel qui est en braise, c'est fini, il est vraiment détruit. Et on entend des petites voix mystérieuses comme des petits rires derrière. Donc vraiment, c'est la fin, ça se termine comme ça, vraiment très mystérieux. Et puis voilà. Oui, j'applaudis parce que je reconnais que deux hommes ont fait un excellent travail, Stephen King et Stanley Kubrick. Donc bravo à ces deux grands hommes qui ont accompli juste un film, une œuvre juste excellente. Les deux ont donné leur vision de Shining très à l'opposé, très différentes, qui sont très différents. Stephen King et Stanley Kubrick, les deux, je trouve, ont fait un très bon travail. Donc voilà. Deux chefs-d'œuvre qu'il faut absolument que vous voyez. Alors pour ça sera à mon avis un peu plus compliqué pour vous, mais vous pouvez essayer de l'avoir sur Amazon, je pense quand même, en occasion. Mais moi, ça a été. Mais pour celui-là aussi, il faut le regarder. Donc les deux sont pour moi extraordinaires et je regrette pas du tout d'avoir vu cette série qui est juste excellente. C'est en 3 parties, la série. Donc ma partie préférée, c'est la partie 1. Ensuite, c'est la partie... J'hésite. Mais je dirais la partie 3 et la partie 2 en dernier, même si les 3 parties sont géniales. Donc voilà, mes notes. Donc le film de Stanley Kubrick, je lui mets 20 sur 20. La série, peu importe ce que les gens en ont pensé, je mets 18 sur 20. Et le Dr Sleep, vous savez très bien combien je mets, 14 sur 20. Donc voilà, en tout cas, je défends cette série, mini-série de Shining, Les Couloirs du Temps, je la défends cette série, peu importe ce que les gens en ont pensé, je la défends, et je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. C'est pas une catastrophe, c'est pas excellent en mise en scène, et casting c'est pas le plus impressionnant, mais ils ont fait leur part du boulot, et ça je félicite. Donc voilà, regardez le film de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, regardez la série si vous y arrivez, et Dr Sleep, le film, vous pouvez le voir aussi, mais si quitte à choisir, c'est quand même Dr Sleep que je mets en dernier quand même, le film d'il y a 1 an ou 2 ans, très récemment, qui est sorti. Très bonne collection. A bientôt sur Cinéflow.